Welcome to a new episode of Min Washington on Metion Television. Bonjour, bienvenue pour un nouveau numéro de votre émission depuis Washington. Au sommaire cette semaine, le dossier du Sahara de Washington à Rabat, où en est aujourd'hui la médiation américaine et quels signaux politiques a envoyé la récente visite de Massad Boulos en Algérie. Nous reviendrons également sur les relations entre l'Europe et le Maroc, marquées par un regain de dynamisme et par le soutien accru de l'Union européenne au plan marocain d'autonomie. Enfin, nous nous pencherons sur les relations entre Washington et Téhéran, entre démarches diplomatiques et options militaires, afin d'évaluer les risques réels d'une confrontation. Alors avant d'entrer dans le cœur de cette émission, permettez-moi d'exprimer en mon nom et au nom de toute l'équipe de Depuis Washington et du peuple américain notre solidarité avec les familles touchées par les inondations et les conditions météorologiques exceptionnelles qui ont frappé plusieurs régions du Maroc. Nos pensées vont à tous ceux qui ont perdu leur foyer et leurs moyens de subsistance en l'espace de quelques heures. Nous saluons l'élan de solidarité nationale et rendons hommage au professionnalisme des forces armées royales et des équipes de secours pleinement mobilisées pour venir en aide aux sinistrés. À nos amis du Maroc, nous adressons nos pensées et nos prières avec l'espoir d'un retour rapide à la normale. Il est enfin important de rappeler que ces phénomènes climatiques extrêmes ne touchent pas uniquement le Maroc. Les États-Unis ont également connu des vagues de froid et des tempêtes de neige d'une intensité historique. Ces événements nous rappellent qu'en de telles circonstances, les frontières s'estompent et que la solidarité demeure l'élément essentiel. Nous ouvrons cette émission par le dossier du Sahara qui connaît un regain notable d'activités diplomatiques. Washington réévalue discrètement son rôle dans un environnement régional et international en pleine mutation. Plusieurs indicateurs laissent entrevoir un engagement américain plus affirmé, notamment en matière de prévention des tensions entre le Maroc et l'Algérie à la suite de la récente visite de Massad Boulos à Alger. Cette séquence a relancé un débat sérieux autour de la désescalade, du rétablissement de la confiance et de la stabilité régionale dans un contexte mondial marqué par de fortes incertitudes. Parallèlement, la dynamique au sein de l'Union européenne en faveur du plan marocain d'autonomie se renforce. De nombreux États membres continuent d'exprimer leur soutien à cette initiative qu'ils considèrent comme la plus crédible, la plus sérieuse et la plus réaliste. Cette orientation s'inscrit dans une approche pragmatique, tenant compte des enjeux de sécurité, de migration et de coopération énergétique avec l'Afrique du Nord. S'agissant des relations entre Washington et Téhéran, l'équilibre entre diplomatie et options militaires devient de plus en plus délicat. L'enlisement des négociations alimente les tensions et durcit les discours. La question centrale demeure, une issue diplomatique est-elle encore envisageable ou assistons-nous à un glissement progressif vers la confrontation alors que les États-Unis tentent de conjuguer dissuasion, pression et gestion du risque d'escalade face à l'Iran? Pour en discuter, nous recevons par Zoom Jason Isaacson, responsable des politiques publiques au sein du Comité juif américain et expert en politique américaine et en affaires stratégiques. Nous accueillons également en studio le colonel à la retraite David Desroches, professeur à l'Institut Taylor Marshall, ancien coordinateur du ministère de la Défense auprès du département de la Sécurité intérieure et ex-directeur adjoint des opérations de maintien de la paix. À nos côtés également, le chroniqueur de l'émission, Chris Lapetina, président de Focus Consulting et analyste politique travaillant avec le Parti démocrate. Mais avant d'entamer ce débat, nous retrouvons notre correspondant Adel Dessouky en direct depuis la Maison-Blanche.
La médiation américaine entre le Maroc et l'Algérie connaît récemment une dynamique diplomatique discrète, reflétant l'intérêt croissant de Washington pour la réduction des tensions entre les deux voisins dans un contexte régional et international particulièrement sensible. Au cours des derniers mois et après les déclarations inattendues de l'envoyé présidentiel Steve Witkoff, plusieurs sources américaines ont confirmé que les États-Unis continuent d'adopter une approche fondée sur une diplomatie silencieuse, sans annoncer d'initiative officielle ni de médiation directe déclarée. La récente visite de Massad Boulos en Algérie a remis la médiation américaine sur le devant de la scène. Cette visite a été qualifiée d'exploratoire plutôt que de négociation, visant essentiellement à écouter la position algérienne et à évaluer la marge de manœuvre pour une éventuelle implication dans un processus de désescalade. Cependant, l'absence de toute annonce officielle à l'issue de cette visite reflète, selon des observateurs, une rigidité algérienne et un éloignement des positions, notamment sur le dossier du Sahara marocain. Washington ne cache pas son soutien à la proposition d'autonomie sous souveraineté marocaine et insiste sur l'importance de la stabilité régionale et de l'ouverture de canaux de dialogue. L'accueil constant et favorable du Maroc au dialogue confirme l'attachement du Royaume à la sécurité, à la paix et au bon voisinage. Alors que l'administration américaine évite d'exercer des pressions publiques, elle privilégie le maintien du canal de communication ouvert avec les deux parties. Les analystes à Washington concluent que tout progrès, même limité dans le processus d'apaisement entre le Maroc et l'Algérie, aurait un impact direct sur la sécurité en Méditerranée et au Sahel, ainsi que sur les intérêts stratégiques américains dans la région, tout en garantissant l'intégrité territoriale du Maroc. Adel Dessouki, devant la Maison-Blanche, Média TV, Washington. Merci Adel. Je me tourne maintenant vers vous, Chris. Si l'on revient aux signaux envoyés par Washington, tels qu'ils ont été évoqués par Adel, l'automne dernier, l'envoyé américain Steve Witkoff avait publiquement évoqué une possible médiation américaine entre le Maroc et l'Algérie. Depuis, en dehors de quelques démarches diplomatiques ponctuelles, Washington est resté relativement discret. Comment interpréter cette retenue? Faut-il y voir une forme d'hésitation ou plutôt une stratégie d'attente avant le lancement d'une initiative plus structurée et plus ambitieuse? Merci Marc. Je pense que Washington adopte une approche fondée sur la patience dans les dossiers diplomatiques. Aujourd'hui, David est avec nous et il a été impliqué dans certaines initiatives diplomatiques. Nous bénéficierons donc de son expertise. Si l'on examine ce qui a été mentionné dans le reportage et dans votre introduction à l'émission, il apparaît clairement que l'administration du président Trump fait face à un agenda très chargé. Elle est engagée dans la négociation d'un nouveau cadre entre Palestiniens et Israéliens, cherche à intégrer la Syrie dans un Moyen-Orient plus pacifique et s'intéresse bien entendu de près à l'évolution actuelle du dossier iranien. En d'autres termes, l'administration a de nombreux dossiers sur la table. Cela dit, je ne pense pas qu'elle néglige la question maroco-algérienne. Elle la traite plutôt de manière progressive dans un processus qui inclut le Maroc en tant qu'acteur central au sein d'une vision américaine d'un nouveau Moyen-Orient plus pacifique. Bien, merci Chris. Je me tourne maintenant vers Jason pour apporter un éclairage sur la dimension diplomatique. Vous observez et analysez la diplomatie américaine depuis de nombreuses années. Comment comprenez-vous la visite de Massad Boulos en Algérie et en quoi s'inscrit-elle dans la stratégie plus large de Washington vis-à-vis du différend entre le Maroc et l'Algérie? Il est clair que l'administration du président Trump déploie désormais des efforts pour traiter le conflit entre le Maroc et l'Algérie autour de la question du Sahara marocain. Ces efforts visent à faire pression sur l'Algérie afin qu'elle reconnaisse qu'il n'existe pas de solution alternative au plan d'autonomie proposé par le Maroc, sous souveraineté marocaine sur le Sahara. De bonnes nouvelles indiquent que ce message faisait partie de celui transmis par l'envoyé américain Massad Boulos lors de sa visite en Algérie. Le fait qu'il ait formulé ce message avec tact, ou du moins du point de vue algérien, et qu'il ait été présenté de manière courtoise dans ce cadre global est tout à fait compréhensible. Cependant, les signaux envoyés par l'administration Trump montrent qu'elle souhaite clarifier sans ambiguïté qu'il n'existe en réalité aucune alternative au plan d'autonomie proposé par Sa Majesté le roi Mohammed VI
et qu'il est temps pour l'Algérie de changer d'approche et de reconnaître cette réalité. Il semble que ce message a constitué le cœur de la communication transmise par l'envoyé américain à l'Algérie. Nous espérons également que ce message soit parvenu aux représentants du Polisario, qui étaient récemment à Washington, et qui ont reçu un message extrêmement clair de l'administration Trump, indiquant qu'il est temps de changer de cap et d'accepter la réalité, à savoir que le Sahara marocain fait partie intégrante du territoire marocain et qu'il est nécessaire d'accorder au Sahara une autonomie sous souveraineté marocaine. L'insistance de l'Algérie pour des raisons politiques et géostratégiques ne mène à rien de constructif. Les appels à un référendum sur l'avenir du Sahara ou l'attachement à poursuivre d'autres voies visant à diviser le territoire marocain et à compliquer les relations maroco-algériennes relèvent d'une approche dépassée. Tout cela appartient désormais au passé et doit être abandonné définitivement. Tel est le message que l'administration Trump adresse à l'Algérie. Bien, merci Jason. Vos analyses permettent d'éclairer plusieurs dimensions essentielles de la diplomatie. Tournons-nous à présent vers le colonel Desroches pour aborder la lecture stratégique. Les initiatives américaines entre le Maroc et l'Algérie relèvent-elles de la volonté du président Trump de régler les crises en suspens ou traduisent-elles avant tout une stratégie visant à préserver les intérêts américains à long terme en Afrique du Nord? Well, it can be both, but I think that Morocco, Algeria, Western Sahara falls into the second tier. Écoutez, ils peuvent viser les deux objectifs, mais je pense que la question du Maroc, de l'Algérie et du Sahara marocain n'est pas une priorité absolue pour le président Trump. Il souhaite trouver une solution, certes, mais son objectif principal est d'ajouter la résolution de ce conflit à ce qu'il affirme être la fin de 8 guerres. Rappelons que la reconnaissance par le président Trump de la souveraineté du Maroc sur le Sahara durant son premier mandat s'inscrivait dans un accord tripartite entre le Maroc, les États-Unis et Israël. Cela figure en tête de ses priorités. Derrière tout cela se trouve aussi la réalité selon laquelle la direction algérienne demeure ancrée dans une vision héritée des années 1960, consacrant 8% du revenu national à l'achat d'armes auprès de la Russie, alors que la véritable menace est de nature sécuritaire interne, résultant d'une mauvaise gestion socialiste de l'économie algérienne. En réalité, l'existence de conflits prolongés en Afrique du Nord ne sert les intérêts d'aucune partie. Les États-Unis ont de manière générale privilégié la production de solutions consensuelles, à quelques rares exceptions près, comme le cas du Timor oriental. Ainsi, je pense que les responsables à Washington souhaitent résoudre la question du Sahara, mais ne sont pas disposés à y investir des efforts considérables, car d'autres dossiers bien plus urgents mobilisent toute leur attention. Des enjeux majeurs assurément. Pour revenir à l'Algérie, Jason, plusieurs analystes évoquent la possibilité qu'Alger envoie des signaux d'ouverture sur le dossier du Sahara. Cette hypothèse est-elle en phase avec l'orientation actuelle de Washington ou observe-t-on encore un décalage significatif entre les positions des deux parties? Je pense que cela est exact. L'administration du président Trump et le président lui-même est connu pour sa propension à conclure des accords. Je crois qu'il souhaite ardemment instaurer un contexte totalement différent dans les relations entre le Maroc et l'Algérie. Il n'y a aucune raison pour que deux pays voisins partagent une histoire similaire et une culture commune à bien des égards soient enfermés dans des différends majeurs, alors que leur histoire commune devrait les rapprocher et non les diviser. La normalisation des relations maroco-algériennes présente de nombreux avantages, d'autant plus que les deux pays entretiennent des liens historiques, économiques et politiques évidents avec l'Europe. Dans le monde actuel, il est parfaitement logique qu'ils ne se placent pas dans une posture de confrontation, mais qu'un certain degré de coopération prévale entre eux. Il semble que ce soit bien la vision du président Trump et de son administration. Il est clair que la question du Sahara marocain constitue un obstacle sur cette voie. Si l'on parvient à la résoudre et si l'on peut amener la direction autoritaire en Algérie à reconnaître la réalité et à tirer profit de la relation avec le Maroc, au lieu de chercher à l'aggraver et à endurcir les tensions, cela serait dans l'intérêt de tous. Jason, nous avons abordé cette question sous l'angle algérien. Changeons maintenant de perspective. Comment analysez-vous la façon dont l'administration Trump articule ses intérêts avec ceux des deux parties
et parvient à dégager une lecture plus nette des options réalistes et des résultats politiquement atteignables. Bon, il est évident que de nombreux éléments entrent en ligne de compte. D'un côté, l'importance de l'Algérie pour l'Europe en tant que fournisseur d'énergie. De l'autre, l'existence d'un accord de libre-échange entre le Maroc et les États-Unis, ainsi que les relations du Maroc avec l'Europe, sans oublier la question du Sahara. S'y ajoutent les enjeux liés à la pêche maritime et à la migration. La liste des dossiers concernés est donc longue. Il y a également des considérations telles que la question de savoir qui exerce l'influence dominante dans la région du Sahel, ou encore s'il est possible de relancer l'Union du Maghreb arabe, qui constituait autrefois une institution régionale importante et qui s'est effondrée naturellement à cause du différend entre le Maroc et l'Algérie. Je pense que l'on peut affirmer que la région pourrait connaître une amélioration significative et que les peuples marocains et algériens pourraient vivre dans de meilleures conditions si les relations entre les deux pays étaient normalisées. À mon sens, c'est précisément l'objectif poursuivi par l'administration du président Trump. Le président a montré très clairement au monde entier qu'il souhaite résoudre les problèmes. Il ne veut pas quitter ses fonctions alors que les crises s'aggravent, mais au contraire, leur apporter des solutions. L'un de ces dossiers est le conflit entre le Maroc et l'Algérie, la question du Polisario et celle du Sahara marocain. Le président Trump souhaite régler ce dossier. Certains de ses détracteurs diront qu'il cherche à obtenir le prix Nobel de la paix, tandis que d'autres estimeront simplement qu'il veut résoudre les problèmes. Quoi qu'il en soit, cela fait partie de la mission d'un président des États-Unis. Il semble que c'est l'une des motivations ayant conduit à l'envoi de Massad Boulos en Algérie. Jason, Chris a évoqué l'Europe. Pour la première fois, nous voyons l'Union européenne soutenir le plan marocain d'autonomie. Pourquoi maintenant? Et qu'est-ce que cela révèle des priorités futures de l'Europe? Je pense que Jason a soulevé un point essentiel en avançant l'argument selon lequel le différend entre le Maroc et l'Algérie est stérile et ne sert aucune des parties. Il n'existe aucune raison réelle pour qu'il se poursuive et le monde se porterait mieux s'il était résolu. Je constate également que l'Europe, tout comme les États-Unis, considère désormais le Maroc comme un partenaire commercial et même comme un partenaire stratégique de plus en plus important à l'avenir. La voie vers l'Europe passe par le Maroc et c'est un élément clé. Par conséquent, toute tension ou tout conflit qui entrave la liberté du commerce ou menace les routes commerciales constitue une source de préoccupation majeure pour l'Union européenne d'un point de vue économique. Je pense donc que le moment est venu de parvenir à la paix entre les deux pays. De plus, les Nations Unies ont adopté une position claire et ferme expliquant pourquoi le Maroc a raison sur ce dossier. Il est temps d'appliquer la solution appropriée et de mettre un terme définitif à ce différend artificiel. Jason, Chris a mentionné la question du commerce. Quel est le cadre plus large permettant d'interpréter les positions récentes de l'Union européenne à l'égard de la proposition d'autonomie? Il est parfaitement clair de voir la direction prise par l'histoire. Les succès remarquables des efforts politiques marocains ont conduit à un soutien croissant au plan d'autonomie. Une réunion importante s'est tenue entre les responsables de l'Union européenne et des responsables marocains. Le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, était à Bruxelles il y a quelques jours et a participé à la réunion du Conseil européen Maroc. Cela constitue une confirmation supplémentaire du soutien européen au plan marocain d'autonomie au Sahara sous souveraineté marocaine. Cela s'ajoute aux déclarations émanant du Royaume-Uni, de la France, de l'Espagne, de l'Allemagne et bien entendu des États-Unis. Ces avancées sont le résultat d'efforts marocains extrêmement importants, auxquels s'ajoute la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies adoptée en octobre dernier. Tous ces succès et indicateurs devraient envoyer un signal clair à l'Algérie. Il est temps d'avancer et d'adopter une stratégie différente. Voilà donc pour la vision européenne. Merci Jason. Parlons maintenant des risques. David, si la diplomatie échoue à faire évoluer la position de l'Algérie concernant le Polisario, quelles sont les probabilités d'une escalade militaire? Well, I think the risk of military re-involvement,
Je pense que le risque d'une action militaire existe réellement, mais je ne crois pas qu'il atteindra un niveau élevé d'escalade. Il pourrait plutôt s'agir d'un retour à des formes de guérilla avec des incursions sporadiques le long des frontières et un échange limité de tirs. Toutefois, nous n'avons pas observé de changement significatif dans l'armement du Polisario. Ce qui pourrait donc se produire serait une forme de retour à la situation antérieure au cessez-le-feu, et malheureusement, cela aurait des conséquences. Premièrement, les personnes retenues dans les camps de Tindouf en Algérie continueraient de vivre sans emploi ni conditions de vie décentes. Deuxièmement, les perspectives d'investissement dans le Sahara marocain seraient sérieusement affectées et les populations locales en subiraient également les répercussions. Il s'agirait donc d'un scénario perdant-perdant pour toutes les parties. La question est de savoir si la direction algérienne souhaite éviter une telle issue ou si elle demeure prisonnière d'une logique dépassée. Je crains que les dirigeants algériens ne restent enfermés dans ce mode de pensée archaïque. Arrivons à la conclusion, Jason. Quel est votre degré d'optimisme quant aux efforts de médiation américains? Voyez-vous une véritable ouverture de la part de l'Algérie alors que le Maroc se montre disposé au dialogue? Les États-Unis entretiennent de bonnes relations à la fois avec le Maroc et avec l'Algérie. Il existe d'importantes relations économiques entre les États-Unis et l'Algérie, ainsi que des relations historiques, politiques, culturelles et économiques majeures entre l'Amérique et le Maroc, en plus du partenariat stratégique. Celui-ci comprend notamment les exercices africains Lion et d'autres dimensions stratégiques telles que l'accès élargi aux capacités militaires américaines via le Maroc, fondé sur la solidité des relations entre Rabat et Washington. L'Algérie revêt également une importance pour les États-Unis pour plusieurs raisons, essentiellement économiques. Il existe en outre un héritage de la guerre froide. L'Algérie s'est longtemps inscrite dans le camp russe, continue de dépendre de la Russie pour son armement et entretient avec elle d'autres relations relevant du mouvement des non-alignés. Cependant, nous avons depuis longtemps dépassé les réalités de la période de la guerre froide. J'espère donc que le moment actuel permettra à l'Algérie d'adopter une réflexion différente et d'ouvrir enfin la voie à la résolution de certains problèmes persistants dans la région depuis de très nombreuses années. Je reste dans l'espoir, mais je ne sais pas si nous avons observé jusqu'à présent des signaux clairs de la part de l'Algérie, indiquant une volonté réelle de compromis, de conclusion d'un accord de retenue et d'avancer avec les États-Unis dans une dynamique comparable à celle engagée avec le Maroc. L'espoir et l'optimisme, David. Voilà peut-être une question difficile. Existe-t-il des acteurs qui tirent profit de la persistance de ce conflit? Qui, selon vous, bénéficie du maintien de la stabilité dans la région depuis si longtemps? Je crois que toute solution aboutira nécessairement à l'insatisfaction d'au moins une partie. La question est donc de savoir si cette insatisfaction sera laissée à s'aggraver ou si elle sera acceptée avant d'aller de l'avant. Je pense que ces calculs erronés que nous observons ainsi que l'idée selon laquelle un acteur international tirerait profit de la prolongation du conflit ne tiennent pas. Je ne crois pas que quiconque apprécie cette situation. Il n'y a aucun bénéfice. Chris, très brièvement, élargissons la perspective. En quoi la réussite d'une médiation américaine entre le Maroc et l'Algérie pourrait-elle réduire les opportunités pour les groupes terroristes dans la région du Sahel et du Sahara? La région du Sahel est infestée d'est en ouest par des groupes terroristes qui sèment le chaos, exercent des pressions sur les gouvernements légitimes et ont contribué à des coups d'État. Mais pourquoi cela nous importe-t-il? Au-delà de la menace qu'ils représentent pour nos alliés, il existe un danger encore plus grave. Si ces groupes parviennent à se stabiliser et à s'étendre, ils pourraient adopter la même stratégie qu'Al-Qaïda à l'époque d'Oussama Ben Laden et transférer leurs activités vers l'Occident. C'est pour cette raison qu'il existe une inquiétude réelle au sein des cercles de sécurité nationale en Occident, en particulier aux États-Unis, quant à la nécessité de stopper ces groupes avant de faire face à une menace comparable à celle qui a précédé les attentats du 11 septembre. Merci Chris. Avant de passer à la pause, arrêtons-nous sur un article publié par le journal The North Africa Post intitulé « Les États-Unis font pression sur l'Algérie pour qu'elle révise sa position sur le Sahara marocain ».
Le journal The North Africa Post a publié un article sous ce titre « Les États-Unis intensifient leur pression sur l'Algérie afin qu'elle revoie sa position sur la question du Sahara ». Revenant sur les déclarations du Conseil du président Trump pour les affaires africaines et arabes, l'éditorial affirme « Les États-Unis intensifient leur pression sur l'Algérie afin qu'elle revoie sa position sur la question du Sahara, tout en réaffirmant leur soutien total à la souveraineté du Maroc. » Dans une nouvelle interview accordée au quotidien libanais An-Nahar, Massad Boulos, conseiller du président Donald Trump, a souligné que la question du Sahara demeure une priorité absolue pour l'administration américaine au début de l'année 2026. L'article poursuit, les déclarations de Boulos interviennent 2 mois après l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies de la résolution 2797, qualifiée d'historique par les États-Unis, car elle a consacré l'initiative marocaine d'autonomie comme la seule base crédible pour parvenir à un règlement. Le moment de ces déclarations revêt également une importance particulière puisque l'envoyé de Trump au Moyen-Orient, Steve Witkoff, avait laissé entendre en octobre dernier qu'un accord de paix entre le Maroc et l'Algérie pourrait être possible dans un délai de 2 mois, sans que l'Algérie n'ait depuis donné le moindre signe de changement de position. L'article ajoute, Boulos a confirmé que l'intérêt de Washington pour l'Algérie se concentre principalement sur le volet économique, notamment l'élargissement de l'accès des entreprises américaines au marché algérien, sans lier la coopération économique à des concessions politiques. Concernant la position américaine, Boulos a été explicite. Les États-Unis ne marchanderont pas leur soutien ferme au Maroc contre des promesses vagues de l'Algérie. Il a salué l'adoption de la résolution 2797, la qualifiant d'occasion unique pour relancer un processus de paix longtemps bloqué et a réaffirmé que la proposition marocaine d'autonomie constitue la seule solution réaliste, durable et crédible. Bien, nous allons maintenant marquer une courte pause. Alors, restez avec nous. Please stay with us. Okay, welcome back to the second part of Min Washington. Bienvenue dans la deuxième partie de votre émission depuis Washington. Alors que les tensions entre les États-Unis et l'Iran s'intensifient autour du nucléaire, des missiles balistiques et du soutien iranien à diverses milices au Moyen-Orient, une dimension reste souvent négligée, l'Afrique du Nord. Depuis plusieurs années, le Maroc alerte sur l'implication de l'Iran aux côtés du Front Polisario, notamment par la fourniture d'armes, de drones et de formations. Ces enjeux dépassent le cadre national et soulèvent de réelles préoccupations pour la stabilité régionale de l'Afrique du Nord, au Sahel, jusqu'au sud de l'Europe et aux routes maritimes atlantiques. Nous examinerons le dossier iranien dans une approche élargie, à la lumière des incertitudes dans le Golfe. Entre démonstrations de force et signaux diplomatiques, une question demeure, Washington et Téhéran ont-ils arrêté leur choix ? Ou l'Iran cherche-t-il juste à provoquer des négociations tactiques afin de gagner du temps, consolider sa position interne et renforcer son influence face aux contestations? Alors abordons maintenant les leviers de pression, Chris. C'est sur ce terrain que le président Trump entend agir en mettant en garde l'Iran contre toute entrave de liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz. La menace sur le trafic maritime constitue-t-elle un moyen de pression crédible alors que 20 à 30% du pétrole mondial y transite? Et le cas échéant, quelle réponse militaire pourrait être envisagée? Nous faisons face à cette menace depuis longtemps et l'Occident y est confronté probablement depuis 1980. Lorsque le flux pétrolier est interrompu, cela crée une incertitude économique majeure, entraînant chaos et perturbation des marchés. Mais revenons à un point que nous avons souvent évoqué dans l'émission, l'intelligence artificielle. Pourquoi est-elle devenue si cruciale ? Parce qu'aujourd'hui, la plupart des opérations de trading sur les marchés financiers sont pilotées par l'intelligence artificielle avec une intervention humaine fortement réduite.
Ainsi, si un titre de presse annonçait une réussite iranienne, même partielle, dans la fermeture du détroit, le contexte global des événements pourrait être ignoré. Les algorithmes pourraient alors paniquer, nous entraînant vers un effondrement financier majeur. Il se peut que nous ne trouvions pas de justification à cela, et c'est là que réside le danger que nous n'avons pas suffisamment analysé. Ce ne sont plus les êtres humains qui prennent la plupart des décisions de trading financier, mais les ordinateurs. Or, la machine ne remplace pas les choses dans leur contexte politique et stratégique adéquat. Elle interprète tout signal comme une menace pour les marchés financiers et agit en conséquence de manière inquiétante. C'est tout à fait vrai, David. L'Iran est souvent décrit comme faible et pourtant on le voit entraîner le Polisario, fournir des drones à la Russie et soutenir le régime Maduro. Comment expliquez-vous cette contradiction? Et que révèle-t-elle de la nouvelle stratégie de Téhéran? Je ne pense pas que l'Iran soit faible, mais plutôt fragile dans une certaine mesure. Elle traverse une phase de transition, dans l'attente de savoir si le guide suprême restera en place, tout en faisant face aux revendications démocratiques et à l'échec de l'économie iranienne. L'Iran dispose de deux types de forces qu'elle utilise comme des prolongements de son action. Le premier est constitué de forces qu'elle façonne et soutient directement, comme le Hezbollah, dans lequel elle investit des milliards de dollars chaque année. Le second type est composé d'acteurs dont l'Iran tire de l'argent et cela s'applique au régime de Maduro. L'Iran recevait des fonds de sa part. Le pétrolier Mari Nara, poursuivi par la marine américaine, aurait, selon certaines rumeurs, transporté d'importantes quantités d'or transitant par la Russie. L'Iran a également obtenu des fonds de la Russie en échange de la fourniture de drones. Quant au Polisario, il ne s'agissait pas de forces opérationnelles recevant leurs ordres de Téhéran, mais plutôt de forces bénéficiant du soutien iranien dans le cadre de l'orientation de l'Iran contre ce que Téhéran considère comme un ordre mondial dominé par l'Occident. Il est possible que l'Iran leur ait également fourni des financements. Jason, le président américain affirme que la diplomatie mérite encore d'être explorée. Percevez-vous, du côté iranien, une réelle disposition à répondre aux conditions posées par Washington, telles qu'évoquées par Chris et David? Ou assiste-t-on plutôt à une manœuvre pour gagner du temps et desserrer la pression sans évolution réelle du comportement de Téhéran? That's a difficult question, Mark. I mean, it seems to me that C'est une question difficile, Marc. Il semble que le régime des Mollahs en Iran soit fermement attaché à sa position et ne souhaite aucun compromis susceptible de l'éloigner du pouvoir. Je ne vois pas comment des négociations pourraient conduire à un changement du régime répressif et brutal qui opprime le peuple iranien depuis la fin des années 1970, depuis près d'un demi-siècle. Nous avons vu l'ampleur du rejet populaire de ce régime lorsque des millions d'Iraniens sont descendus dans les rues à travers le pays le mois dernier. Nous avons également constaté l'ampleur de la répression brutale subie par des milliers de personnes, qui a peut-être fait des dizaines de milliers de morts aux mains des forces gouvernementales. Des images et des vidéos ayant fuité d'Iran étaient terrifiantes. maybe tens of thousands of Iranians being killed by their own government. The pictures that we've seen, the videos that we've seen that have somehow leaked. Quant à la capacité des États-Unis à provoquer un changement de régime en Iran, une intervention militaire pourrait infliger des dommages suffisants au régime pour déclencher une colère populaire massive contre la poursuite de son pouvoir. The regime could be damaged sufficiently that a public that has been so Il serait alors possible d'écarter les forces iraniennes restantes entourant les dirigeants religieux et de les remplacer par un groupe révolutionnaire et démocratique. move ahead, push aside the remaining contingent of forces. Mais je ne sais pas quand l'Iran a connu une véritable démocratie, ni si un nouveau gouvernement crédible et responsable devant le peuple iranien pourrait émerger. Resurgence in Iran, or surgence, I don't know when the last time there was democracy in Iran, or a new regime. Une telle issue est-elle possible à la suite d'une action militaire américaine? C'est envisageable, car une action militaire It's also pourrait possible contraindre les dirigeants religieux à abandonner leur poste. maybe a
mais elle pourrait aussi conduire à la prise du pouvoir par le corps des gardiens de la révolution, remplaçant ainsi le pouvoir religieux par une forme de régime militaire, sans changement majeur dans les pratiques répressives à l'intérieur de l'Iran. Oui, comme vous dites, la répression en Iran atteint un niveau particulièrement alarmant. Alors dans ce contexte, Téhéran a-t-il revu ses stratégies fondées sur la guerre par procuration? Pour approfondir l'analyse, je vous propose tout de suite de retrouver notre correspondante Shourouk Diab. Hello, Shourouk. مرحبا مارك. على مدى عقود ارتبطت السياسة الإقليمية لإيران باستراتيجية واضحة تقوم على الحرب بالوكالة. Bonjour Marc. Depuis des décennies, la politique régionale de l'Iran est associée à une stratégie claire fondée sur la guerre par procuration à travers le soutien, l'armement et le financement de groupes armés au-delà de ses frontières dans le but d'étendre son influence et de réduire le coût des confrontations directes. Cependant, les évolutions récentes soulèvent une question centrale. L'Iran a-t-elle changé cette stratégie ou est-elle simplement en train de la faire évoluer? Au cours des dernières années, Téhéran s'est appuyé sur un vaste réseau d'alliés et de relais au Moyen-Orient, de l'Irak à la Syrie, en passant par le Yémen et le Liban, profitant de la fragilité des États et des conflits internes. Mais les frappes répétées visant ces réseaux, ainsi que les pressions économiques et les sanctions internationales, ont poussé l'Iran à réévaluer ses outils et ses méthodes. Récemment, des observateurs notent une évolution relative du comportement iranien, consistant à combiner la guerre par procuration avec le renforcement de capacités propres et directes, notamment dans les domaines des missiles, des drones et de la guerre navale asymétrique. Au lieu de se limiter à l'action par l'intermédiaire de ses alliés, l'Iran semble désormais plus que disposé à afficher ses forces militaires de manière indirecte mais plus visible, que ce soit par des manœuvres, le développement de plateformes de lancement mobiles ou l'utilisation de technologies militaires à faible coût et à fort impact. Le champ d'action iranien s'étend également au-delà du Moyen-Orient pour inclure des régions comme l'Afrique du Nord et l'Amérique latine, selon des rapports sécuritaires occidentaux, ce qui reflète le passage de Téhéran d'une posture de défense régionale à une posture de projection stratégique. Cela ne signifie toutefois pas l'abandon des proxys, mais plutôt une redistribution des rôles entre ces derniers et l'État iranien lui-même. Des experts estiment que l'Iran n'a pas renoncé à la guerre par procuration, mais qu'elle ne s'y appuie plus exclusivement. Les pressions militaires américaines, les tensions dans le Golfe et la confrontation indirecte avec Israël ont contraint Téhéran à renforcer son niveau de dissuasion sans basculer dans une guerre totale susceptible de menacer la survie du régime. L'Iran ne change pas tant sa stratégie qu'elle ne l'adapte à une phase plus complexe, cherchant à trouver un équilibre entre l'évitement d'une confrontation directe, le maintien de son influence et l'envoi de messages de force à ses adversaires. La question demeure, cette adaptation permettra-t-elle de protéger les intérêts iraniens ou est-il déjà trop tard? Retour à toi, Marc. Merci, Shourouk. Alors David, intéressons-nous maintenant aux signaux militaires. L'Iran a récemment transformé un grand navire de commerce en plateforme capable de lancer des drones, voire des missiles balistiques. D'un point de vue militaire, quel message cherche-t-il à envoyer? Et dans quelle mesure les États-Unis et leurs partenaires doivent-ils prendre ce nouveau développement au sérieux? Écoutez, il s'agit d'un type de propagande qui vise principalement le peuple iranien afin de le convaincre que l'Iran est un État fort, capable d'affronter la puissance la plus forte du monde. Mais d'un point de vue militaire, il est plus facile de faire face à un grand navire de guerre chargé de missiles que d'affronter de nombreuses petites embarcations rapides équipées de missiles. Par conséquent, ce que fait l'Iran pourrait avoir un effet inverse. Je pense toutefois que le principal destinataire de cette propagande est l'opinion publique iranienne elle-même. Il s'agit de renforcer le prestige des forces armées iraniennes auprès de la population et d'affirmer que l'Iran a la capacité de faire face aux puissances étrangères et que toute tentative de réforme du régime iranien serait alors vaine.
Il apparaît que l'on dépasse le simple registre de la propagande, notamment en vue de la capacité d'Israël à neutraliser rapidement certains systèmes de défense iraniens. Jason, dans un scénario réaliste, comment la direction iranienne actuelle pourrait-elle être fragilisée à court terme? Et quels facteurs internes ou externes seraient susceptibles d'accélérer cette dynamique? Je pense que les États-Unis ont démontré en juin dernier, tout comme Israël, leur capacité à cibler et à infliger des dommages majeurs aux actifs stratégiques les plus importants de la République islamique d'Iran. Qu'il s'agisse du programme de missiles balistiques ou du programme nucléaire. Les responsables de ces programmes ont également été visés avec succès. Je n'ai donc que peu de doute sur le fait que si les États-Unis lançaient une nouvelle campagne militaire, le même niveau de précision et d'efficacité serait au rendez-vous pour infliger des dommages considérables à la capacité de l'Iran à se présenter comme une puissance militaire. L'an dernier, lorsque Israël a mené des frappes contre plusieurs cibles iraniennes, il est apparu clairement qu'il avait réussi avec une grande efficacité à détruire une part importante des défenses aériennes iraniennes et des systèmes de défense anti-aérienne. Bien qu'une partie de ces défenses ait été reconstruite, je m'attends à ce qu'elle constitue une cible prioritaire de l'aviation américaine si les États-Unis devaient diriger une campagne militaire contre l'Iran. De même, je m'attends à ce que d'autres objectifs militaires iraniens soient détruits. La question est alors la suivante. La campagne américaine se limiterait-elle à des cibles militaires ou viserait-elle également la direction religieuse iranienne, incarnée par le dirigeant brutal et répressif âgé de 86 ans, le guide suprême Ali Khamenei? Autrement dit, ferait-il lui-même l'objet de la cible principale, voire unique? Cela reste à évaluer, de même que la question de savoir si le type de succès obtenu rapidement et efficacement par les États-Unis lors de l'opération visant à arrêter Nicolás Maduro dans sa cachette à Caracas pourrait servir de modèle au président Trump dans le cas de Téhéran. C'est une question qui demeure sans réponse. Vous avez raison, Jason. La conduite de l'opération au Venezuela a renforcé la position des États-Unis et a probablement incité le régime iranien à évaluer plus prudemment les risques d'une nouvelle escalade, notamment sur le plan interne. Il n'est pas exclu que Téhéran fasse un parallèle avec le cas Maduro et envisage une transposition de ce scénario en matière de pression politique et stratégique. Nous traversons manifestement une période particulièrement dangereuse. Alors avant de poursuivre cet échange, je vous propose de découvrir ce reportage. Alors que l'attention du monde est concentrée sur les tensions entre l'Iran et les États-Unis, des voix s'élèvent au sein du Congrès américain pour réclamer l'inscription du Front Polisario sur la liste des organisations terroristes. Lors d'une audition au Sénat, le responsable du département d'État américain, Robert Palladino, a fait des déclarations reconnaissant l'existence de préoccupations sécuritaires croissantes concernant les activités du Polisario et ses liens avec l'Iran et des groupes extrémistes opérant dans la région du Sahel. La séance a donné lieu à un échange direct entre Palladino et le sénateur républicain Ted Cruz, ce dernier soulignant que traiter le Polisario uniquement comme un mouvement séparatiste n'était plus suffisant, estimant qu'il constitue désormais une véritable menace pour la stabilité régionale ainsi que pour les intérêts des États-Unis et de leurs alliés. Il a averti que l'Iran cherche à transformer le Polisario en un acteur comparable Houthi en Afrique du Nord et a appelé à une réévaluation officielle du statut de ce groupe. L'an dernier déjà, le député républicain Joe Wilson et le démocrate Jimmy Panetta avaient présenté une proposition de résolution appelant l'administration à étudier la possibilité de classer le Polisario comme organisation terroriste, une initiative qui reflétait un rare consensus bipartisan sur la dimension sécuritaire de ce dossier. Bien qu'aucune décision n'ait encore été prise à ce sujet, les experts estiment que la réouverture de ce débat constitue un message politique clair, susceptible de préparer un changement qualitatif
de la position américaine à l'égard du Front Polisario, avec des répercussions directes sur l'évolution du dossier du Sahara marocain et sur la sécurité de l'ensemble de la région. That's what we're going to begin this next segment with. But let's widen the lens. Chris LaPatina and Élargissons la perspective. Chris, le Washington Post, évoque l'implication de l'Iran dans la formation de combattants du Front Polisario. Cette action s'inscrit dans une stratégie plus large fondée sur des réseaux affiliés, dont certains ont récemment été arrêtés par les forces syriennes. Dans ce contexte, le débat international ne reste-t-il pas trop centré sur le seul Moyen-Orient? Quel risque comporte, selon vous, une telle sous-estimation de cette dynamique globale? why does this blind spot matter? Eh bien, Marc, tout d'abord, si vous posiez cette question au département d'État américain, il vous répondrait qu'il ne néglige pas la question. L'une des raisons avancées par le président Trump pour justifier l'intervention au Venezuela et l'éviction de Maduro était précisément le fait que ce dernier ouvrait la porte à la Chine et à l'Iran, ce que les États-Unis n'étaient pas disposés à accepter. Pour revenir au Polisario et à l'Iran, nous savons que le recours à des groupes affiliés constitue un pilier central de la stratégie iranienne pour mettre en œuvre sa politique. Il est clair que le Front Polisario est considéré comme un groupe terroriste. S'y opposer est donc parfaitement cohérent avec les intérêts américains. Aujourd'hui, les États-Unis sont engagés dans des discussions avec l'Iran dans le but d'éviter une confrontation militaire. Je suis convaincu que l'une des conditions posées consiste à exiger de Téhéran qu'il mette fin au financement et au soutien de ces groupes affiliés, parmi lesquels figure le Polisario. Jason, à ce stade, dans quelle mesure considérez-vous que l'Iran négocie de bonne foi avec les États-Unis et pourquoi? That's a really good question. I don't see genuineness as part of the DNA. C'est une excellente question. Je ne perçois pas de réelle volonté de négocier qui traverse le système iranien. À mon sens, le régime cherche avant tout à se maintenir au pouvoir et espère qu'en multipliant ses manœuvres, il pourra retarder une fin qu'il sait inévitable et désormais visible à l'horizon. Il est évident qu'un rejet populaire massif du régime existe en Iran. La question est donc la suivante. Combien de temps ce régime pourrait-il encore se maintenir dans le contexte actuel? S'agit-il d'une chute qui interviendra par la force à la suite d'une intervention étrangère américaine ou autre? Ou bien viendra-t-elle de l'intérieur parce que le peuple iranien est arrivé à la saturation? Ou encore parce qu'émerge une nouvelle génération de dirigeants, sachant que près de 3/4 de la population iranienne ont moins de 35 ans. Une large majorité des Iraniens sont nés après la révolution islamique et ont grandi sous un régime extrêmement répressif, soumis aux sanctions internationales les plus sévères, dans un contexte profondément anormal pour un peuple fier d'une civilisation millénaire. Je pense qu'à un moment donné, y compris au sein des gardiens de la Révolution et même d'une partie de l'institution religieuse, une prise de conscience s'imposera. Les choses n'auraient jamais dû en arriver là. C'est probablement ce qui finira par se produire sous l'effet de la pression américaine, des pressions internationales, de la condamnation de la communauté internationale et de la prise de conscience du peuple iranien de ce que pourrait être la vie sous un autre gouvernement. C'est précisément cette alternative que nous cherchons à clarifier. David, revenons au point soulevé par Jason. L'Iran est aujourd'hui confronté à une sécheresse sévère, tandis que le revenu par habitant reste très faible, notamment en comparaison avec les pays du Golfe aux ressources pétrolières comparables. Face à cette situation, le régime a accordé l'équivalent de $7 par mois par famille, un montant essentiellement symbolique, à peine suffisant pour répondre aux besoins de base. Compte tenu de cette réalité et de l'augmentation des besoins dans l'ensemble des 31 provinces, la pression sociale et économique interne a-t-elle atteint un niveau susceptible de fragiliser durablement le régime ou cela suppose-t-il le maintien vers le renforcement de la pression américaine?
Yeah, so this is the Trump theory of victory. It's not a military overthrow of the regime, and it's La théorie de la victoire de Trump ne repose pas sur un renversement militaire du régime, et certainement pas sur une invasion américaine visant à imposer un dirigeant à l'Iran. Le modèle de puissance privilégié par le président Trump est avant tout économique. C'est pourquoi il a mis en œuvre avec efficacité une politique de pression maximale lors de son premier mandat, laquelle s'est poursuivie sous la présidence de Joe Biden. Plus récemment, nous avons assisté à la traque de la flotte clandestine de pétroliers dont les revenus servent à financer le régime de Téhéran. Nous avons également vu, même si cela n'a pas bénéficié de la couverture médiatique qu'elle méritait, des sanctions imposées à des capitaines de cette flotte, après avoir établi qu'il était conscient de leur implication dans la contrebande de pétrole. D'autres sanctions ont été adoptées visant des individus ayant mené des activités économiques avec l'Iran, notamment dans le secteur bancaire, ou ayant reçu des cargaisons de pétrole iranien. Des interdictions de voyage ont également été imposées à d'autres personnes. L'un des principaux succès du président Trump a été d'amener l'Union européenne à désigner le corps des gardiens de la révolution islamique comme organisation terroriste, un objectif de longue date pour son administration. Par cette stratégie de pression, Trump met en lumière les contradictions et les faiblesses d'un régime iranien autoritaire et corrompu, dans l'espoir de créer les conditions permettant au peuple iranien de renverser ce régime et d'instaurer un gouvernement du peuple et par le peuple, comme l'a souligné Jason. Cependant, de nombreux éléments doivent encore se produire. J'espère les voir se concrétiser, et peut-être assistons-nous déjà à des évolutions inédites depuis 10 ans. Mais à l'heure actuelle, je ne les observe pas encore clairement. Well, I remember, gentlemen, being in the Situation Room at the White House and Je me souviens très précisément d'une période passée dans la salle des opérations de la Maison-Blanche où travaillait alors Elissa Slotkin, aujourd'hui sénatrice du Michigan. Elle avait rapporté d'Irak un lance-roquettes RPG récupéré sur un champ de bataille portant des inscriptions en persan, attestant clairement de l'origine iranienne de ces armes acheminées sans réelle dissimulation. Depuis lors, l'Iran s'est imposé comme un adversaire constant des États-Unis des années 80 à l'administration Trump, soit près d'un demi-siècle de confrontation. Cette continuité illustre la complexité de la posture américaine, contrainte de gérer ce défi stratégique sans répéter les erreurs d'un changement de régime imposé, comme en Irak, qui a conduit à une longue guerre civile dont nombre d'entre nous avons vécu les conséquences de près. En conclusion, alors que l'incertitude géopolitique s'étend de Washington à l'Afrique du Nord, ces enjeux exigent rigueur, expertise et discernement. C'est là l'ambition de cette émission. Je vous donne pour ma part rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro depuis Washington. To you, our viewers. See you next time on Men Washington.